bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir pour les jeudis du wagon. Ce soir, on est en plein doute, on a la chance de recevoir Marie Ekland que je vais laisser se présenter. Et vous savez comment ça fonctionne en fait, elle nous raconte un peu son parcours, son histoire, on parle un peu d'elle. Et derrière, on nous poser des questions, il y a un échange un peu voilà, non conventionnel et ensuite on va prendre un tous ensemble. Ça fonctionne comme ça. Super. Je te laisse te présenter un peu sur ton parcours, tout ça. Ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Marie Ekland. En fait j'ai commencé comme développeur. J'ai commencé par coder. Donc j'ai suivi des études de maths et d'informatique à l'université Paris-Dauphine, dans une formation qui s'appelait un IUP, je précise parce que je sais où on est, donc c'est pour ça que je m'attarde un peu là-dessus. Donc c'était une formation qui s'appelait un IUP en 4 ans et qui a disparu de la circulation, mais c'était hyper appliqué, c'était très tourné vers les entreprises, donc moi ça m'a beaucoup plu. Et c'était super concret, c'est-à-dire qu'il y avait des stages tous les ans, j'ai pu tester pas mal de choses, et le dernier stage que j'ai fait c'était chez JP Morgan, où je participais au développement d'un outil logiciel qui était à destination des salles de marché. Et à la fin de ce stage je sais plus, c'était 4-5 mois, ils m'ont proposé de rester, et moi j'avais plutôt envie de voyager, donc j'ai dit non, je voudrais aller bosser à l'étranger. Ils m'ont dit mais tu vas aller bosser où? Je dis je sais pas, à New York. Ils m'ont dit Banco, on t'envoie. Et moi j'étais là, ok. Ok, super. Donc je suis partie 1 an à New York bosser pour JP Morgan, où je faisais globalement la même chose, c'est-à-dire que en fait c'était fin des années 90, en 98, c'était vraiment les années d'or de la banque d'affaires où ils intégraient de plus en plus d'instruments financiers différents et de plus en plus compliqués, et donc il fallait développer tout le système de calcul de risque, gestion des transactions, réconciliation avec le back-office, etc. Et moi je participais à un grand projet à New York qui était d'intégrer un nouveau type d'instrument au sein de ce fameux logiciel qu'on avait développé à Paris. Moi, le management, fondamentalement, ça ne m'intéressait pas en soi, c'était pas un but en soi. L'informatique, c'était un outil, mais pareil, c'était pas une fin en soi pour moi. Et fondamentalement, que les traders ils gagnent plus d'argent, les aider à gagner plus de fric, j'en avais absolument rien à foutre. Et donc, je ne me sentais pas très utile, et l'atmosphère ne me convenait pas super bien, donc je me suis dit, non, quoi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre des études. Et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, donc un Master 2. C'est pas si vieux que ça. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être en dinosaure. Non, j'ai fait un DEA. Bon, d'accord, ça va. Ouais. Donc un DEA d'économie à l'école d'économie de Paris. Et à la fin de ce DEA, il y a. Bon, je savais toujours pas, j'avais pas vu la lumière, quoi. Et donc je savais pas trop ce que je voulais faire après. Et il y a un ami de mon père qui m'a dit mais va rencontrer, c'était l'an 2000, va rencontrer Xavier Lazarus. Il connaît toutes les startups parisiennes et puis il faut vraiment que tu ailles bosser dans une startup. Alors moi, déjà, je ne savais pas ce que c'était une startup. Mais bon, j'y étais parce que j'écoute toujours les bons conseils qu'on me donne et j'ai été rencontrer ce fameux Xavier. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, mais écoute, donc j'étais assez détendue, je t'avoue, c'était pour moi pas vraiment un entretien, quoi. J'étais en robe d'été en tongs, tranquillou, quoi. Il m'a dit, mais va pas bosser dans une start-up, viens plutôt bosser avec moi. Je suis en train de monter l'activité capital risque chez Banque CPR. Et ça correspond beaucoup plus à ton double profil, à la fois technologique pour comprendre ce que les gens te racontent, quoi, et puis économique financier, parce qu'en fait dans le DEA j'avais fait beaucoup de finances d'entreprise, je m'étais plutôt intéressée toujours dans cette idée d'être très concret, parce que c'est moi plutôt des choses qui me plaisent, c'est d'être proche du terrain, à l'économie des entreprises, quoi. Et du coup, je me suis dit, je connaissais pas du tout, moi, ce métier-là. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il m'a expliqué. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais banco, je tente, quoi. Et donc, ça, c'était en 2000. Et donc, j'ai commencé le capital risque en septembre 2000. Et Banque CPR, donc ça m'a plu, déjà. Et je vous raconterai sans doute après, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est exactement le capital risque, mais je pense qu'il faudra peut-être le coup que je vous en dise quelques mots, mais juste pour finir sur le parcours au sein du capital risque. Donc Banque CPR s'est fait racheter par Crédit Agricole Indo-Suez en 2001. Crédit Agricole Indo-Suez ne voulait pas de faire de capital risque, donc ils nous ont envoyés dans un autre endroit au sein du Crédit Agricole, et puis Crédit Agricole a fusionné avec Crédit Lyonnais. Et là, il y avait donc une fusion des deux équipes qui faisaient du capital risque. Xavier est parti à ce moment-là pour monter les bagarres. Donc il y a eu plein de fusions, quoi, globalement, avec Xavier qui part pour monter Elaya en 2002.
Ils étaient 3 fondateurs, il n'y avait pas tellement de place pour moi à l'époque, donc moi je suis restée côté Crédit Agricole et j'ai géré l'existant. Donc ça a été un peu mon MBA accéléré entre guillemets, parce que j'ai géré 12 investissements en solo un peu, parce que c'était des petits investissements, donc l'équipe du Crédit Lyonnais n'avait pas... on ne trouvait pas ça d'un intérêt stratégique pour l'entreprise, et donc me laisser vraiment très indépendante dans la gestion de ces entreprises et de ces investissements-là. C'est bon pour l'expérience, ça. Ouais. Et donc j'étais très exposée à ce moment-là dans le suivi des boîtes. Et puis en 2005, la 3e fondatrice d'Elaya, Marilyn Klavic, a dû prendre du champ opérationnellement. Il s'est donc posé la question à ce moment-là de recruter un 3e investisseur, un 3e directeur de participation. Et moi, Xavier me connaissait très bien, on s'était extrêmement bien entendu dans le cadre de CPR Crédit Agricole. Et puis le 2e associé, Philippe Gir, en fait, j'avais co-investi avec lui, moi côté Crédit Agricole et lui côté Elaya. Donc c'était ça un petit peu, ça avait correspondu à mon entretien d'embauche, on a vu qu'on s'entendait bien aussi, et donc pour eux c'était très naturel de me proposer à moi de les rejoindre, de me proposer le poste, quoi, et je les ai rejoints en 2005. Donc j'ai fait de 2005 à 2014 9 années chez Elaya, et je viens de partir de chez Elaya, et on en reparlera sans doute après. Et donc l'investissement au sein du capital risque, donc moi j'ai toujours investi dans l'économie numérique. L'idée étant que quand on investit dans des startups, c'est pas mal de comprendre les risques qu'on prend. C'est pas mal aussi de pouvoir du coup les évaluer et donc de comprendre fondamentalement c'est quoi la proposition de valeur de la startup, c'est quoi le marché dans lequel elle se positionne, est-ce qu'il y a vraiment des avantages technologiques ou des avantages marketing, enfin, d'essayer d'analyser ces différents risques-là pour pouvoir accepter de les prendre ou pas. Et donc, le fait d'être spécialisé dans un domaine particulier, sachant que l'économie numérique, c'est super transverse, il y a beaucoup de points communs dans les différentes startups, on va retrouver des choses communes, mais fondamentalement, c'est extrêmement vaste, donc ça permet aussi de diversifier les risques. Donc, d'un point de vue financier, c'est un secteur qui est super intéressant parce que on n'est pas du tout on n'est pas soumis à un risque sectoriel, on peut faire un logiciel financier d'un coup, un truc B2C dans la mode, enfin, et donc ça permet d'être vraiment, de tirer profit de l'ensemble de cette transformation économique qu'on est en train de vivre, d'avoir cette spécificité et cette focalisation-là. Et d'un autre côté, c'est aussi un secteur dans lequel les choses vont vite. Et dans le capital risque, on est sur des fonds qui durent donc sur un horizon de temps entre le moment où nos clients, nos investisseurs à nous confient l'argent et le moment où on doit leur rendre. En moyenne, les gens nous demandent d'être sur une échelle de temps de 10 à 12 ans. Et ça veut dire que nous, on doit rester à peu près au capital des entreprises dans lesquelles on investit 6 à 7 ans, entre 6 et 8 ans. Et donc 6 à 8 ans, pour arriver vraiment à faire en sorte qu'une entreprise est décuplée en termes de taille, en termes de croissance dans cet horizon de temps-là, et ben en fait c'est assez court. Et l'intérêt du numérique, c'est aussi qu'il y a une rapidité qui s'est accélérée et qui permet de pouvoir espérer avoir une vraie croissance dans cet horizon de temps-là, qui est un horizon de temps qui est finalement à l'échelle d'une boîte assez courte. Donc, donc la focalisation sur l'économie numérique est vraiment très intéressante à triple titre. Un, parce que moi je connaissais, donc j'avais une vraie compétence d'analyse. Et puis le fait d'être focalisé permet grâce à l'expérience, de capitaliser et donc d'être de plus en plus pertinent sur cette analyse-là. Et puis après sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux entrepreneurs. La deuxième chose, c'est que c'est un secteur qui offre tellement d'opportunités et tellement de ruptures que c'est un véritable... ça permet d'avoir vraiment des opportunités de création de valeur extrêmement importantes et très diversifiées. Et la troisième, c'est qu'on est dans un horizon de temps qui correspond à celui qu'on nous demande d'un point de vue que nos clients nous imposent, en fait. Donc c'est vraiment ces trois caractéristiques qui font que ce positionnement-là est celui que finalement moi j'ai un peu toujours eu, et je trouve qu'il est très cohérent et je n'ai pas pour vocation d'en changer. Je pense qu'investir dans la biotech, j'avais essayé au sein de CPR parce que le Crédit Agricole nous demandait d'être généraliste.
c'est terrible la biotech parce que bon, déjà moi j'y connais rien, donc je suis facilement bluffable, mais surtout ils viennent tous vous dire, il n'y a pas de question de marché, hein. Quand il y a un médicament sur le cancer, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un marché ou pas, mais c'est juste qu'ils viennent te voir et te disent mais je fais un truc, alors ils parlent du cancer, des atrocités du truc, puis moi j'ai un truc qui va tout guérir, ça va vas-y j'investis. C'est terrible, hein. Je sais pas comment ils font en biotech pour refuser les dossiers, tu vois, ils disent tous qu'ils vont tellement guérir la terre entière. Moi, bon, ça c'est blague à part, mais c'est vraiment des problématiques extrêmement différentes et je pense qu'il y a une vraie vertu à être focalisé sur un secteur donné. Et du coup, tu as une belle histoire. Oui, alors moi j'ai la belle histoire du... Alors c'est pas la chance du débutant, puisque j'avais déjà eu un parcours au sein de CPR, et Crédit Agricole, etc. Mais mon premier investissement chez Elaya, c'est une société qui s'appelle Criteo. Donc moi j'ai investi en février 2006. Elaya, on a été l'un des amorceurs de Criteo. On a investi quand ils étaient 3. 4 en fait, parce qu'ils étaient 4 fondateurs à l'origine, c'est un secret. Donc on a investi vraiment au tout démarrage. Bon, j'ai vu tout le parcours, quoi. C'est-à-dire que je suis encore au conseil d'administration de la société. On a fait une superbe IPO au Nasdaq en octobre 2013 et la société est valorisée à peu près 2 milliards de dollars et maintenant est publique. Donc c'est vraiment une expérience qui est assez unique parce que j'ai vu toutes les étapes de croissance. Et ce qui est extrêmement important et qui est vraiment très, pour moi, des vraies leçons sur les startups, etc., c'est que c'est une boîte qui a commencé par galérer, mais vraiment. C'est-à-dire que les 2-3 premières années de la société, moi, on se foutait de ma gueule en interne, quoi. C'était Criteo, c'était la blague, quoi. Et moi, je me rappelle, les investisseurs du fonds, ils m'avaient fustigé sur la valo payée, sur le truc. Enfin, les personnes, il y avait vraiment... Et ils avaient raison, hein, je veux dire, le modèle initial, il était foireux. Hein, la preuve, c'est pas du tout ça qu'on... Ton analyse de base était très bonne, apparemment. Donc, mon analyse de base sur l'équipe était fabuleuse. Donc, sur l'équipe, et puis sur... non, il y avait aussi autre chose, c'était que, en fait, si tu reviens au fondement, au rationnel de l'investissement qui nous avait conduit à investir, c'était effectivement qu'on avait une très belle équipe, mais il y avait un risque d'équipe. La preuve, c'est qu'il y a un des fondateurs qui est parti. Et il y avait un autre risque qui était que, bon, on avait un serial entrepreneur, donc ce que ça nous amène, nous, d'avoir en face de nous un serial entrepreneur, c'est qu'il y a un risque d'exécution qui est bien moindre. Ça ne veut pas dire que la boîte serait un succès, mais ça veut dire que s'il y a un échec, ce ne sera pas par un problème d'exécution. Ce ne sera pas à cause d'un problème d'exécution. Donc il y a un risque en moins à cocher. Voilà. Donc ça, c'était important, mais il venait de s'associer, c'est-à-dire que c'est pendant notre analyse que en fait, Criteo, c'est la fusion de 2 projets différents. Un projet qui était porté par Jean-Baptiste Trudel, et un autre projet qui était porté par 2 camarades. On a Romain qui nous a expliqué un peu. Voilà, donc vous avez vu le truc, et par 2 camarades de promo des mines, qui avaient tous les 2 bossé chez Microsoft à Seattle, mais dans des trucs très différents, et 2 technos. Donc c'est vraiment un mariage entre un entrepreneur plus un entrepreneur plus business oriented, quoi, même si à la base c'est un ingé, et 2 technos qui avaient une très belle technologie. Donc nous, le rationnel de l'analyse, c'était de nous dire, on a cet entrepreneur qui nous permet de décocher le risque d'exécution, et surtout, ce qui est très impressionnant avec Jean-Baptiste, c'est qu'il a une vision stratégique, une analyse marketing qui est extrêmement fine, et une lucidité du coup qui est... c'est limpide quand il parle, on voit exactement ce qu'il veut faire. Il a cette faculté-là à synthétiser et à tirer vraiment le cœur d'une proposition de valeur, d'un marché, d'un besoin qui est assez impressionnant. Donc moi, je comprenais, je voyais ce qu'il voulait faire. Et puis, une vraie force technologique. Et du coup, on se disait qu'on allait construire des barrières technologiques avec Franck et Romain qui avaient démontré, même sur l'audit technologique qu'on avait pu faire, qu'ils étaient
Enfin, c'était des très bons, quoi, même si tu n'avais pas un truc, un breakthrough monstrueux, c'était l'état de l'art plus par rapport à ce qui se faisait en recherche, avec des contraintes industrielles derrière, qui leur permettaient d'avoir vraiment un avantage par rapport à la compétition. Et le tout sur un besoin fondamental de marché, même si derrière la manière dont ils articulaient leur offre était mauvaise, le besoin fondamental, c'était de se dire que tous les sites de e-commerce, quand on arrive sur leur homepage, ils proposent les best-sellers, quoi. Il y a une homepage unique par internaute, ils proposent les best-sellers, mais à partir du moment où on a déjà acheté les best-sellers, qu'est-ce qu'ils vous vendent, comment est-ce qu'ils font tourner le fond de catalogue? Et que ceux qui avaient réussi à apporter une réponse à ça, à l'époque, il n'y avait que Amazon, qui faisait ses recommandations personnalisées en disant les gens qui ont les mêmes goûts que vous, qui ont acheté les mêmes types de produits, ils ont aussi acheté ça, ça et ça. Et en fait, ce petit outil de recommandation chez Amazon, là, il est vendu, il permet de générer 15% de chiffre d'affaires incrémental. C'est énorme en fait. Donc quand on est un e-commerçant et qu'on a une quantité de produits et un catalogue absolument monstrueux d'un point de vue volumétrique, comment est-ce qu'on fait pour faire tourner la long tail? Comment est-ce qu'on fait pour proposer à un internaute les produits dont on pense qu'ils ont la plus grosse probabilité d'achat, qui lui correspondent le mieux et qui lui correspondent d'un point de vue goût? Parce qu'un des gros paris à l'époque, c'était de se dire que sur les produits culturels, c'est pas du classement, c'est du subjectif, c'est des goûts, on parle de goût. Et donc, on n'est pas dans des trucs très hiérarchisés, très structurés de base de données, où tu as tous les films de kung-fu triés par année, etc. Mais on est plutôt vraiment dans du subjectif en se disant, les gens qui ont aimé Matrix 1, en fait, ils ont aimé Matrix 3, mais ils ont détesté Matrix 2. Quoi. Et donc, ce qu'il faut leur pousser, c'est Matrix 3 et pas Matrix 2, etc., etc. Donc, on est vraiment dans... C'était cette idée de dire... Il faut qu'on arrive à offrir des recommandations personnalisées à des internautes pour augmenter le chiffre d'affaires des e-commerçants parce qu'ils ont un vrai problème pour arriver à mettre en valeur leur catalogue. Donc c'était ça le besoin fondamental. Et l'idée initiale, donc on a testé plein de trucs, il y avait à la fois un site B2C de recommandations de films, c'est comme ça que j'ai appris que Matrix 2... Après, ça a été un fiasco total, parce que un des trucs c'était si vous filez une recommandation, on ne sait pas si elle est bonne ou pas, il faut aller voir le film, donc on sait si elle est bonne ou pas au bout de 3 heures, c'était pas une très bonne idée. Et puis fondamentalement, moi le truc auquel je croyais plus, c'était d'offrir un moteur en marque blanche au site de e-commerçants. Amazon a une force technologique tellement forte qu'il peut développer un outil techno en interne, mais on avait fait le check auprès de sites comme Presse Ministère, etc. Et clairement, ils disaient c'est pas mon cœur de métier, c'est trop compliqué à faire, donc on va utiliser une technologie tierce pour faire ça. Donc l'idée d'avoir un moteur en marque blanche vendu au site de e-commerce, qui permettait d'offrir la même chose que Amazon. Et en fait, on a vraiment testé ce modèle-là et on s'est rendu compte au bout de 1 an que c'était pas scalable. Pourquoi? Parce que les e-commerçants, à partir du moment où les internautes sont sur leur site, c'est leurs clients et ils raisonnent en OPEX, ils raisonnent en coût. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas prêts à partager avec qui que ce soit le chiffre d'affaires qui sera généré par cette personne à partir du moment où elle est sur leur site. Ils sont prêts à payer des technologies, à payer des licences à des gens qui offrent une technologie, pour leur permettre d'optimiser la navigation, d'optimiser la transformation, d'optimiser tous ces trucs-là, mais c'est une licence à coût fixe. Et quelle que soit la performance du moteur, tu ne peux pas escompter avoir un bout du gâteau que tu génères. Ils sont vraiment dans un modèle où on a des coûts pour gérer notre site, mais fondamentalement, c'est notre business, c'est notre affaire, on se débrouille comme ça. Donc, résultat des courses, on se retrouvait avec un cycle de vente absolument monstrueux parce que le site, pour un e-commerçant, c'est vraiment le truc le plus stratégique. Donc ça veut dire qu'il faut parler au CTO qui dit « Ah, c'est pas les bonnes technos, moi j'utilise ci, ça, machin », bon bref, on se prend... Voilà, après tu parles au directeur marketing qui dit « Alors moi je voudrais dans tel endroit du site, que ce soit disposé comme ci, comme ça, avec telle couleur, machin ». Après tu vas au directeur financier qui fait « trop cher ». Tu parles au directeur des achats, puis tu finis chez le CEO, parce que de toute manière le CEO il veut voir ce qui se passe sur son site. Donc tu as un cycle de vente à 1 an, pour au final offrir une licence même au plus gros site de e-commerce qui se retrouve à 100 000 € max par an.
Et donc on s'est dit, bah, on va avoir du mal à faire un gros truc avec ça. Et Jean-Baptiste, qui avait déjà eu un premier succès avec Kiwi, lui, il dit, moi, un truc qui vivote comme ça ou qui n'a pas vraiment de business, ça ne m'intéresse pas. Donc il a eu la lucidité de repartir dans un monde où on s'est dit, bah, on remet tout à zéro. On a une très belle technologie, on avait réussi à montrer qu'on générait 15% de chiffre d'affaires incrémental en plus, donc on sentait qu'on avait vraiment un truc derrière, mais clairement c'est super mal marketé, il faut faire un truc plug and play, etc. Donc il y a eu d'autres itérations, mais on a aussi à ce moment-là fait une grosse réflexion produit, et on a fait venir au conseil d'administration, j'ai présenté à Jean-Baptiste quelqu'un qui s'appelle Gilles Samou, et qui est le premier à avoir eu l'idée de la pub. Et qui a dit, mais ton truc là, pourquoi tu l'appliques pas à la pub? Et effectivement, quand on réfléchit, la seule idée clé, en fait, c'était de dire, bah, cette recommandation personnalisée, au lieu de la faire sur le site quand l'internaute y est, on va la lui faire quand il est parti du site et qu'il est ailleurs. Donc au lieu de dire, bah, regarde Matrix 3, là, tu as aimé Matrix 1, ou alors tu as acheté tel appareil photo, tu vas aussi acheter telle imprimante ou tel truc, machin. Ou alors, j'ai pas acheté, mais j'ai bien regardé et ça veut dire que j'ai très envie. Et ben, cette recommandation-là, je vais l'encarter dans une pub au nom du site que je viens de quitter et je vais lui pousser sur Dailymotion quand il regarde sa vidéo juste après. Donc là est né le reciblage personnalisé. Et ça change tout en fait d'un point de vue modèle économique parce que les marchands, ils ont l'habitude de payer ça à la perf. C'est Google. C'est je paye pour un mot-clé, tu sors du site, donc ils sont habitués à payer pour de l'achat de trafic qualifié. Et là, tu es directement indexé en termes de chiffre d'affaires à la performance de ton moteur. C'est très risqué, parce que ça veut dire que c'est Criteo qui prend le risque d'acheter la publicité et de la pousser, et Criteo n'est payé que si les gens cliquent. Donc c'est hyper risqué. Coût fixe pour Criteo, ils ne sont payés qu'avec du variable si la pub est effectivement bonne et les gens cliquent. Dit comme ça, c'est fait pas. Tu vois ? Mais par contre, la qualité de la techno est telle que la performance des publicités était 10 fois supérieure à une publicité classique. On est sur des facteurs 10, quoi, donc c'est des vraies ruptures. Et du coup, ils pouvaient, et ils peuvent toujours acheter du trafic qualifié, des espaces publicitaires dans des sites qui ne sont pas des espaces qu'ils arrivent à... C'est win-win parce que le publisher, il lui paye plus cher que ce que n'importe qui pourrait acheter parce qu'ils arrivent à le monétiser 10 fois mieux. Et donc c'est ce truc-là qui a fait qu'au final, on a complètement changé. Et là où ça a été une autre leçon de Criteo qui est très importante, c'est que si Gilles a eu une idée de la pub comme ça et que Jean-Baptiste a eu l'intelligence de la saisir au bon et de se dire bon bah on va creuser ce truc-là, celui qui a vraiment articulé le modèle économique, qui était risqué, hein, mais par contre qui est très vertueux parce que les marchands ils en veulent de plus en plus vu qu'ils payent du trafic qualifié qui transforme hyper bien chez eux et qui est moins cher que ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs. C'est qu'on a recruté des très bons calibres derrière, donc c'est Pascal Gauthier qui est l'ancien directeur de Calco qui était passé chez Yahoo Europe derrière. C'est sa venue à lui qui a permis de vraiment calibrer le bon modèle, de le calibrer avec des clients qu'il connaissait. Donc c'était Price Minister qui a été le premier client test avec qui vraiment on a réussi à bien caler le truc. Et qui ensuite, à partir du moment où c'était calé, le chiffre d'affaires il a fait boom. Et Jean-Baptiste a su accélérer alors qu'on sortait de 3 années noires, quoi, pour partir très ambitieux à la conquête du monde derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une boîte où on s'est foiré pendant 2 ans. Quoi. Ouais, il y avait un très bon article que tu as écrit là-dessus sur les pivots. Ouais. J'en ai tout ça. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est important de se donner une deuxième chance. Quoi. C'est important, important de se donner une deuxième. Il y a un moment où il faut arrêter, hein, faut pas s'acharner parce que là on a du mal à se remettre d'un échec si on s'est trop acharné. Ça c'était d'autres leçons sur le portefeuille où quand on essaye trop, au final c'est beaucoup plus dur de se relever d'un échec qui a duré 4 ans
On va pas demander de nom. Voilà, donc il faut avoir des stop loss, c'est très clair. Mais par contre, il faut quand même se donner des secondes chances parce que et le modèle économique est clé en fait. Parce que c'était finalement, bon, la techno, elle a été packagée différemment, après on a scalé, etc. Mais l'algorithme initial était le même, quoi. Donc c'était vraiment une question de packaging du modèle derrière. Et puis derrière, de recruter les bons talents, quoi, et de savoir vraiment se mettre en danger dans le recrutement et d'aller taper des bons, quoi. Et alors l'autre chose, c'est que on a eu aussi l'info, hein, mais c'était aussi le premier investissement de Dominique Vidal chez Index. Et Dominique connaissait Pascal Gauthier. Et en fait, ce lien-là s'est fait assez vite. Et Dominique a cru dans le potentiel publicitaire avant que le modèle soit déployé. Et donc Dominique, c'est l'ancien DG de Quelco, donc lui aussi, il connaissait bien le secteur, etc. Donc je pense que c'était le seul qui aurait pu prendre ce pari-là, parce que on avait vu pas mal d'autres capitaux risqueurs, et c'est vrai que si tu n'as pas de preuves, c'est toujours plus compliqué de convaincre. Et Dom a vu, et ensuite il a été vraiment instrumental, enfin, il a une grosse valeur ajoutée dans le fait de pouvoir recruter des très gros profils, créer un advisory board aux US qui soit de très bon niveau, qui ensuite a permis de recruter des bonnes personnes. Parce que en fait, quand vous regardez Criteo, tout le senior management, il y a eu quand même une grosse diaspora Yahoo qui est venue. Et en fait, Dom a été un des éléments clés de la confiance que les gens avaient dans la boîte. Après Pascal, après Jonathan, etc. Donc au fur et à mesure, le truc se construisait. Et ça a permis, en recrutant toujours les gens du niveau d'après, d'y aller, quoi. Donc, parce que nous disait Romain, c'est qu'il recrutait que des très bons. Ouais. Et elle, c'est de recruter des gens meilleurs que ça, enfin, dans ce qu'il disait. Et c'est pas facile à faire. Mais merci beaucoup Marie pour cette intervention. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre masterclass. Et voilà, et j'espère que ça vous a plu. Et donc à très vite.